Donc ensuite, coopération intercommunale, vous avez les comptes rendus de la CCST. Et on va passer... Alors avant les questions diverses, je ne sais pas si vous l'attendez, mais Monsieur Rumeau, quand il a fait la présentation du bilan 2018 du fonds de dotation, avait dit un certain nombre de choses par rapport au bilan. Il n'en était pas exactement sûr, donc il nous a donné les informations. Donc il y avait un écart entre ce qui a été voté comme subvention, comme je sais pas comment ça s'appelle, comme dotation en 2018, et donc qui s'est levé à 46 400 € de dotation votée, et l'écart qui apparaissait dans le compte de résultat du fonds de dotation qui était à 43 150. Donc l'écart est de 3 250 € et qui correspond bien effectivement à la dotation qui a été faite à Europlaisance Jumelage dans le cadre des journées pour, vous savez, la retirada et puis fêter les anniversaires du jumelage, puisque ça a été voté en 2018 par le fonds de dotation, mais par contre, ça a été payé ou retiré par Europlaisance Jumelage en 2019. Donc, bien sûr, ça apparaîtra. Il y aura encore une différence entre ce qui aura été voté en 2019 et le compte de résultat de 2019. Donc, c'est bien. Donc, après vérification, il confirme ce qu'il avait annoncé. Ça pourrait être consigné dans le compte rendu de ce conseil municipal, monsieur le maire. Oui, cette rectification, parce que c'est quand même bien de retrouver ces petits, si je peux Ah oui, ça y est, en particulier quand il s'agit de documents comptables, d'argent. Je suis d'accord. Oui, bien sûr, on peut le noter. Ensuite, je vais laisser la parole justement à Réinvente Complaisance pour les deux questions, vos deux questions diverses. Non, il y en a deux. Il y en avait trois, il n'y en a plus que deux. C'est quoi le problème technique? Ah, il n'y a plus d'image. Donc je vous laisse lire ou vous voulez que je lise? Tu lis? Ouais, c'est mieux que vous lisiez. Vous avez vu, j'ai été feignant aujourd'hui. Je pensais que vous alliez la... Je l'ai là. Ah bah, mais sur les écrans, c'est quelque part, mais dans les films. Alors, sinon, peut-être qu'on va passer le document écrit, je ne l'ai pas sorti. Ah, mais si tu l'as... Ah, pardon. Autant pour moi, Monsieur Malherbe, qui est un homme sérieux, plus que moi, il a la question diverse. Moi, je l'ai sur l'ordi, mais je suis plus. Alors, première question. Pardon, excusez-moi. Là. Donc, stationnement les jours de marché autour de la place Bombay. Les riverains de la place Frédéric Bombay se plaignent de plus en plus souvent de la gêne occasionnée le samedi matin, le jour du marché, par le stationnement de véhicules sur les trottoirs qui sont situés devant leurs maisons, devant les maisons. Le problème est général, semble-t-il, autour de la place, mais il est particulièrement sensible le long de la rue Béouleg et le long de l'impasse des Platanes, la petite impasse qui est juste à côté de la place Bombay. Donc, vous avez eu quelques photos sur cette affaire. Ce comportement pénalise non seulement les riverains, mais aussi les piétons et en particulier les personnes âgées ou les personnes handicapées, ainsi que les personnes avec des petits-enfants et des poussettes, puisqu'ils sont contraints de marcher sur la chaussée, à leur risque et péril, par la faute d'automobilistes peu scrupuleux, peu soucieux d'autrui et surtout qui ne respectent pas le code de la route. Bon, il est vrai que les parkings qui jouxtent la place du marché sont insuffisants. Alors, nous ne reviendrons pas sur la conception de cette place, on en avait parlé lors des premiers conseils municipaux de la mandature, ni sur l'architecte maladroit qui l'a si mal pensé. Nous ne citerons pas son nom. Notre question est la suivante. La police municipale a-t-elle compétence en la matière?
Et si oui, pourquoi ne l'agit-elle pas? Alors, ce que nous disons, nous pensons que mettre des PV n'est peut-être pas la seule et unique solution. Donc, la présence en continu depuis le début du marché jusqu'à la fin d'un ou deux policiers municipaux aurait à coup sûr un effet dissuasif. Et ces policiers pourraient veiller à prévenir les incivilités, il en existe, et faire circuler les contrevenants, donc sans leur mettre pour autant un PV, tout en leur indiquant les parkings qui ne sont pas toujours évidents, qui sont moins évidents que ceux que nous connaissons tous, et des parkings où il reste toujours une ou deux places disponibles, même en cas d'affluence. Donc il y a évidemment le parking évident, c'est le parking qui est derrière la bibliothèque et vers l'école Trois Pommes. Un peu plus loin, il y a le parking proche du cimetière et de la salle Maurice-Corps. Mais il y a aussi celui situé près de la maison, autour de la maison Pirlo, que les gens voient moins, et le parking qui est réaménagé depuis peu le long de la rue des Tilleuls et qui jouxte le boulodrome, la boule plaisantine, et le gymnase de l'école Marcel Pagnol. Et je ne parle pas des parkings qui sont de l'autre côté de l'avenue des Pyrénées, où il y a encore possibilité de stationner. Donc je pense qu'il y a franchement la possibilité de trouver des solutions sans se mettre sur ces trottoirs. Alors enfin moi en tous les cas je suis très globalement d'accord avec vous, à part bien sûr les remarques sur la place Bombay et l'architecte. Donc effectivement des parkings il y en a je pense en nombre suffisant et qu'il y aurait la possibilité de se stationner. Il faut quand même savoir que petit à petit les Plaisançois les utilisent puisque le samedi matin, celui dont vous parliez, c'est-à-dire celui qui est le plus loin, donc du côté derrière ce qu'on appelait avant Plaisance Accueil, il commence à être bien plein quand même. Donc bien sûr, les parkings qui sont derrière le Saint-Nicolas 3, ils sont pratiquement pleins. Le parking Pirlo, il est pas loin d'être plein. Il est des fois, il reste une ou deux places le samedi matin, ça dépend de l'heure à laquelle on arrive. Et effectivement, il reste encore le parking, mais bon, on peut estimer, je crois que c'est environ 300-400 mètres à peu près de Bombay pour aller se garer. Je suis persuadé que quand les mêmes personnes vont au marché de Tournefeuille ou à Toulouse, encore pire, ils feront certainement beaucoup plus de pas. Donc il suffit simplement que quand ils sont à Plaisance, ils marchent à peu près pareil que ça. Alors ensuite, vous parlez de la police municipale. Alors, il se trouve que la police municipale, elle est maintenant au complet par rapport à ce qu'on souhaitait, puisqu'on a maintenant 6 policiers municipaux. Depuis le 1er janvier, on a recruté un policier municipal qui manquait depuis pas mal de temps. Et donc maintenant, leur temps de travail nous a permis de l'étendre énormément. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ils ne sont que 5, en fait, 5, c'est l'équivalent de 4, hein, puisqu'ils sont toujours par 2. Hein, c'est comme ça que la sécurité s'entend. Donc quand ils sont que 4 ou 5, ils ne peuvent faire des permanences que de... Alors je ne sais pas à quelle heure, toujours pareil, 9h à peu près, 8h, 9h. Je ne sais pas l'heure de départ, en tous les cas, jusqu'à 17h. Déjà au départ, c'est les écoles. Voilà. Donc, après, ici, un peu avant 9h, donc. Un peu avant 9h et jusqu'à 17h. Alors vas-y, je vais te laisser la parole là-dessus. Pour le marché, on a rajouté, en accord avec la DGS, une heure supplémentaire. On a rajouté une heure supplémentaire sur le planning des policiers par rapport à quelques incivilités qui nous avaient été remontées. Ce qui fait qu'on a un ASVP qui reste le samedi matin pour essayer de régler un petit peu les incivilités qui sont sur le marché. Après, le reste, malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'histoire des policiers, ils ne peuvent pas être d'un côté de l'impasse que vous citez et être aussi de l'autre côté du 19 mars. Ils ne peuvent pas se dédoubler, malheureusement. Ils iraient d'un côté pour enlever des véhicules à juste titre qui sont mal garés, ça je le conçois, il n'y a rien à dire, mais ils ne peuvent pas être aussi à tous les espaces de stationnement sur la commune. Et ensuite, moi, je suis tout à fait d'accord avec la phrase qui est tout à fait en bas de la première page. Nous pensons que les PV n'est pas la seule et unique solution. C'est clair qu'il faut, avant d'arriver à la solution des PV, mais bon, après, on a l'habitude. Hein, on sait, par exemple, par rapport à l'avenue
à l'avenue des Pyrénées, c'est que quand on a commencé à mettre réellement des PV, que la situation est devenue très claire. C'est-à-dire que les petits papillons qui disaient vous êtes mal garé, etc., ça a eu un effet pour les gens qui ne se rendaient pas compte de la gêne qu'ils occasionnaient. Et donc voilà, c'est que quand on a mis le PV, donc à 135 €, puisque là c'est sur des trottoirs, etc. Et là ça sera pareil, hein, c'est des PV à 135 €. Donc c'est uniquement quand au bout d'un moment on finit par mettre des procès-verbaux que ça marche. Voilà, on est dans une situation actuelle en préélectoral où la concertation serait un tout petit peu compliquée par rapport aux lois, par rapport à la comment dire, justement aux règles de communication de la municipalité en période électorale pendant les 6 mois. Et donc, voilà, il y aurait effectivement la possibilité de mettre des PV, mais alors de mettre des PV directs. Et je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution. Non, mais on est d'accord sur ce point, mais je reviens sur ce que j'ai dit, sur ce qu'on a dit. Il n'est pas utile que les policiers municipaux soient de tous les côtés de la place Beauvais. Il suffit que les stationnements gênants, c'est-à-dire les stationnements sur les trottoirs, soient rendus impossibles par la présence conviviale, si on peut dire, d'un policier qui leur dira, écoutez, un policier municipal qui leur dira, écoutez, non, vous vous garez pas là, mais à tel endroit, vous avez encore des places. En ce qui me concerne, je suis sur le marché tous les samedis matins. Donc je peux vous assurer que si je vous dis qu'il y a toujours des places, au moins à côté de la boule plaisantine, c'est qu'il y en a. Ah mais donc le gars, il va se garer sur le trottoir. Le gars, il va se garer sur le trottoir, on lui dit gentiment, tu vas te garer un peu plus loin. Moi, je voudrais rajouter les problèmes de sécurité sur cette place. Peu de plus en soit, et je me suis rendu compte, je vais vous dire quand, peu de plus en soit savent que c'est une place, c'est la zone partagée. Ça veut dire que le piéton est prioritaire, ensuite le cycliste et ensuite le véhicule. J'ai vu que peu de plus en soit le savaient parce que M. Malherbe est venu un jour dans notre permanence le samedi en me posant la question pourquoi on n'avait pas tracé un passage coupé sur la rue Béoleig qui va à Place Bombaï entre le marchand de pain et la pizzeria en venant de la bibliothèque. Tout simplement parce que dans les zones partagées, on ne fait pas de tracé, on pose le moins de panneaux possible et il faut que les gens lisent en rentrant sur la rue Béoleig par la rue des écoles. Il y a un panneau qui indique que c'est une zone partagée, mais on s'est rendu compte, M. Malherbe va me donner raison, que peu de plus en soit, aux réponses qu'on a eues sur Facebook, pour ne pas les citer, avec des échanges, peu de plus en soit, sur une trentaine, il n'y avait que 2 personnes qui savaient ce que c'était une zone partagée. On vient de faire le tour justement de cette zone et on a remis la semaine dernière des panneaux qui manquaient, qui indiquait que c'était une zone partagée. Je crois que M. Maury va faire une communication maintenant sur le site de la mairie pour expliquer aux gens, au plus d'un soir, ce qu'est une zone partagée. Voilà. Donc, priorité aux piétons, il vous faut surtout le dire, vous, les élus, parce que c'est vrai que peu d'automobilistes savent ce qu'est une zone partagée. Pourtant, les panneaux à l'entrée et à la sortie des zones, et notamment sur la place Bombaï, je vous dis, on en a rajouté la semaine dernière, la moitié, explique bien, en voyant le panneau, sur la priorité pour les piétons. Voilà ce que je voulais dire concernant la sécurité. Donc vous êtes, Monsieur Malherbe, vous êtes d'accord avec Monsieur Comas? C'est vrai. Presque d'accord. Alors Monsieur Comas est d'accord avec vous. Alors est-ce que je ne voudrais pas jouer sur les mots, Monsieur Comas, mais en réalité, ce n'est pas une zone partagée que ça s'appelle une zone de rencontre. Oui, une zone de rencontre. Je me suis trompé, monsieur. Non, mais waouh, mais c'est... Alors là... Merci, monsieur Malherbe, de cette... c'est pas grave. Alors, c'est bon pour cette Et question justement, diverse? parce que vous aviez, et j'aurais dû m'en souvenir, parce que vous aviez ironisé justement sur zone de rencontre.
Donc c'est bon pour... Ah non, allez-y. Non, j'avais juste une question justement sur le fait de communiquer, parce que c'est très bien de mettre quelque chose sur le site de la mairie, mais je ne suis pas sûre que tous les gens aillent chercher l'information sur le site de la mairie. Et donc je me posais la question de savoir comment en ce moment il y a pas mal de tracts qui sont distribués de partout. Est-ce qu'il y a un tract justement de communication sur les voitures, toutes ces voitures qui sont stationnées partout, sur le fait que c'est une zone de rencontre? C'est un peu bizarre. Alors c'est qui est-ce qui le produirait, qui irait le paierait ce tract? Non, mais... Je pose la question sur Non, mais ma question c'est, ce que vous envisagez, c'est, est-ce que c'est Plaisance citoyenne, est-ce que c'est Ensemble Avançons pour Plaisance, est-ce que c'est la municipalité? Ça serait une communication de la municipalité. Alors c'est complètement interdit parce que sinon ça veut dire que on utilise les moyens de la municipalité pour faire notre campagne Ensemble Avançons pour Plaisance. Et c'est interdit, rigoureusement interdit à partir du 1er septembre 2019. C'est pas de la campagne, là, Ah mais on est d'accord. Mais je vous assure que non, c'est le genre de choses qui peuvent... Non, mais madame, alors si je peux répondre. C'est sur la façon de communiquer efficacement. Mais on est d'accord, mais on est pieds et poings liés depuis le 1er septembre 2019. Hein, franchement, au niveau de la liste majoritaire. Donc comme on n'est pas on n'est pas... Voilà, je ne sais pas quel terme utiliser. Mais on peut le faire, on pourrait le faire, mais on pourrait le faire sur nos deniers de campagne. Donc, comme Plaisance citoyenne a certainement plus d'argent que nous, je propose à Plaisance citoyenne de s'en occuper. Après, moi je voudrais rajouter, Madame Marie, s'il vous plaît, moi je voudrais rajouter qu'une zone de rencontre, elle est renseignée par des panneaux qui font partie du code de la route. Ils font partie du code de la route. Et on n'a pas à expliquer. Alors ce sont des panneaux, donc, sur lesquels vous avez 3 petits pictogrammes, vous avez le piéton qui est grand, le cycliste qui est un petit peu plus petit, et puis la voiture qui est toute petite, qui indique que c'est le piéton qui a la priorité par rapport aux cyclistes et aux véhicules. Ensuite, une zone de rencontre, elle est toujours matérialisée par un support au sol qui est différent du support ordinaire. C'est pour ça que l'allée qui est sur la place Bombaï, elle est en couleur ocre, rouge, et que tout le reste est en pavé porphyre. Ce n'est pas le même support. Et quand on a conçu donc, le centre-ville, dans des places à Madame, on l'avait fait avec l'architecte, on l'avait fait pour ça. On avait créé une zone de rencontre. Cette zone de rencontre existe depuis la création de la place Bombaï. Et elle est faite, je dirais, dans les règles de l'art, puisqu'elle est... Vous regardez les panneaux où on les a mis, monsieur, comment je vous disais, on a effectivement rajouté, suite à la remarque de monsieur Malherbe, donc des panneaux pour bien délimiter cette zone de rencontre, que le sol, il est différent d'une structure normale. Et ensuite, il est indiqué, bien sûr, pas des panneaux qui sont des panneaux du code de la route. Je crois que moi, je ne vois pas pourquoi on va dire et communiquer, regardez le code de la route, apprenez que ce pictogramme peut faire ceci, faire cela. Et ensuite, il indique donc une vitesse à 20 km/h. Voilà, c'est tout. Non, mais ce n'est pas un reproche que je vous fais, je vous parle juste en usager lambda, le plus souvent cycliste, donc préoccupé de ne pas se faire renverser par des voitures. Moi, ces panneaux, je ne les ai pas vus. C'est juste ça que je vous dis. Et je ne dis pas qu'ils n'y sont pas, je dis que je ne les ai pas vus. Et que j'imagine que je ne suis pas la seule dans cette situation. Il faut communiquer. Là, vous avez tout à fait raison sur la communication, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas. La municipalité ne peut... Vous avez remarqué quand même qu'au niveau de toute la communication de la municipalité, on avait quand même changé drastiquement le spot, etc. Enfin, tout. Enfin, on a quand même... on s'est mis au régime riz blanc, quoi, hein, parce que... Non, bah dans ce cas-là, ce que je demande, c'est que la liste qui sera écrite, ce serait bien que dans le ah oui, je suis... il y ait un rappel. Je suis d'accord. Parce que là, c'est super important. Je suis d'accord avec vous. Parce que l'automobiliste moyen, par défaut, il se croit le roi de la route. Vous avez tout à fait raison. C'est bon pour cette question diverse? Non, pour terminer, pas pour Roland. Ah ben vous pouvez relancer quand même. Hein,
Bon, il est quand même... il est moins 8h moins 4, il y en a qui ont faim, mais bon. Vous avez parlé de la bulle des Pyrénées tout à l'heure. Oui. Vous avez dit que vous avez solutionné le problème de stationnement, mais c'est à cause des plots. À cause des plots que vous avez... Non, c'était dans la zone d'écluse, ce qu'on appelle l'écluse. Vous savez, entre les deux feux, là où il n'y a qu'une seule. Il y avait régulièrement, mais alors je peux vous dire, on avait des contacts des riverains, on leur a dit, ben, envoyez-nous des photos. À un moment donné, c'était pratiquement tous les jours. Qui nous envoyaient des photos, et des fois, mais c'était carrément, il y a eu des camionnettes qui empêchaient le bus de passer. Mais ça a été vraiment quelque chose de phénoménal, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient à la tête, les chauffeurs. Ils se disaient, il y a une voie, elle est hyper étroite, c'est pas grave, on se met un peu sur le côté, mais de toute façon, comme on rentre pas complètement, mais c'était de la folie. Et la seule solution, ça a été de mettre des PV à la fin, parce que les papillons, les explications, ça marchait pas. Les PV, ça marche, malheureusement. Et là, maintenant, on a moins... Franchement, ça arrive de temps en temps. En tous les cas, les riverains ne nous en remontent pas. On en constate au niveau de la municipalité, mais beaucoup, beaucoup plus rarement. Et pour le stationnement sur le trottoir, là, pourquoi on ne pose pas des plots là, c'est 500 € le plot quand même. Donc, 500 € le plot. Entre le coût et la pose. Et je peux vous assurer que, alors ceux-là, là, c'est le genre de plot, comme on met pas des plots en béton ou en acier massif, on n'a pas le droit. Donc on met des plots en plastique. Donc ça veut dire que le premier, il passe dessus. Le deuxième, il voit que c'est peut-être... il a été plié, donc hop, on passe au bout. Et au bout de la 10e fois, il casse. C'est classique. Donc on en revient à la solution d'être un policier municipal depuis le début du marché. Ouais, mais là enfin franchement, on est ennuyé. Non, mais là, en plus, quand vous dites vous avez vu tous les trottoirs qui sont. Il va faire le tour entre la rue du 8 mai. Non. Le problème, il se pose là où je vous l'ai dit, le long de la rue du 8 mai. Le mec, il fait le tour de la place Montbail et vous verrez que les. Non, mais sans PV, il ne va pas courir après les voitures, je vous assure. Quand un policier vous dit de circuler, vous circulez. Oui, mais la personne, elle s'est garée, elle est partie. Je peux vous assurer, quand il y avait les papillons, j'en ai mis, moi, des papillons, et je peux vous dire que je pensais faire ça. Je vous disais, c'est pas compliqué, on va aller dire aux gens, ben non. On mettait les papillons, puis c'est tout. Martin, il faisait pareil. On trouvait beaucoup de voitures vides, et très très peu avec les gens. Et quand on disait aux gens de s'en aller, parce qu'il y avait en plus, il y en avait qui se mettaient devant le panneau interdiction de s'arrêter, même pas de stationner, mais de s'arrêter. Et donc là, il le faisait, mais sinon... Allez, on passe. Piste cyclable détériorée, je vous laisse la parole. Donc, à la suite des travaux qui concernaient la réfection du réseau pluvial au second semestre de l'année 2019, 2 pistes cyclables ont été construites à proximité du groupe scolaire Marcel Pagnol. Une en partie le long de la rue d'Entrave, la seconde en partie aussi le long de la rue des Écoles. Quel a été le coût de ces 2 réalisations? C'est une première question. Et sur la piste cyclable le long de la rue des Écoles, d'importants affaissements ont été constatés, ce qui la rend aujourd'hui et pour l'instant inutilisable. Quand les travaux sont-ils prévus? Ces travaux de remise en état sont-ils à la charge de la collectivité ou de l'entreprise qui a effectué la réalisation? Merci. Je laisse la parole à M. Comas. Merci, monsieur. J'ai préparé cet après-midi la réponse, je l'ai écrite pour essayer d'être le plus précis et le plus complet possible. Le premier point de cette question porte sur le coût de ces 2 pistes cyclables. Pour la rue des Écoles, 44 089,25 € hors taxe. Il y a eu 1 800 € de taxe. Rue d'Entrave, 34 760 € hors taxe, 6 950 € de taxe. En fin d'année, suite au constat d'affaissement, une réunion s'est déroulée sur le site le 9-1 avec le bureau d'études, les entreprises, le bureau de contrôle, les techniciens de la communauté de communes et de la CCST et les élus, Jo Pellegrino et moi-même. Aussitôt, l'inspection caméra a montré que la canalisation était en parfait état. C'était le premier constat qu'il fallait faire. Le 13-1, l'entreprise a procédé à plusieurs sondages avec des prélèvements demandés pour en faire des analyses.
Puis une mise en sécurité a été faite par l'entreprise et vous avez vu que déjà une mise en sécurité avait été faite par du balisage par nos employés. Les analyses sont en cours. À ce jour, pas de résultats puisque nous avons eu le bureau d'études ce matin. Demain, il y a une réunion sur le site de nouveau pour voir l'évolution et ce qu'il faut apporter derrière. Il y aura le bureau d'études, les entreprises concernées, le HTP qui a réalisé la pose de la conduite et Gentoli qui a réalisé la piste cyclable. Les travaux de réfection de cette piste vont débuter le 10 février pour environ 3 semaines. 2 semaines pendant les vacances scolaires afin de diminuer les nuisances. C'est pour ça qu'on a reporté les travaux. Ces travaux de remise en état seront pris en charge pour répondre à votre question par les entreprises, bien sûr. Le contexte donc, que l'on peut dire aujourd'hui. En juillet, une conduite d'eau pluviale de 2 mètres 1200 en béton a été posée à environ 3,50 m de profondeur. La tranchée étant d'une largeur de 2,50 m pour permettre le blindage de la tranchée, c'est-à-dire on pose un bouclier afin de protéger les ouvriers. C'est pour ça qu'elle est si large lors de la pose des tuyaux. Ces tuyaux ont été posés sur un nid de gravillon concassé et remblayé avec ce même matériau jusqu'à la hauteur du tuyau. Le remblai a été fait avec le produit des fouilles, avec un compactage conformément au cahier des charges. Savoir aussi que la pose de la canalisation s'est déroulée en juillet. Vous vous rappelez qu'en juillet, il y a eu de fortes chaleurs. Tout le monde s'en souvient. Le compactage, et j'ai 40 ans d'expérience en tant que public, et ça m'est arrivé aussi d'avoir des mauvais résultats, et plus délicat sur des matériaux très secs. Savoir aussi que la pose de la canalisation de la rue d'Alfred s'est déroulée selon les mêmes techniques, mais au mois de mars 2019. Les matériaux étaient alors plus humides, donc un meilleur rendement au compactage. Il faut attendre maintenant le résultat de ces expertises. Voilà, vous avez toutes les réponses aux questions que vous avez posées, à moins que vous en ayez d'autres. Merci. Ok, donc on va passer à la question de M. Fraisse. Monsieur Barbier, vous voulez bien la lire ou... Non, elle est longue, je ne vais pas vous l'avez probablement lu. Je vais faire un résumé, puisque c'est ça qui est le plus important. Depuis quelque temps sur le secteur, on a une expérimentation qui a été commencée pour modifier les couloirs aériens. Le principe de cette expérimentation consiste en fait à concentrer les départs sur un couloir restreint plutôt que d'avoir un cône de départ très étalé. Depuis donc la mise en place de cette expérimentation, on constate que les riverains qui sont sous le couloir en question ont une nuisance quotidienne et permanente à chaque départ, à chaque décollage de vol, quelques minutes d'écart entre chaque vol, alors qu'avant la mise en place de l'expérimentation, on avait un vol de temps en temps qui passait au-dessus de chez nous, puis le vol suivant qui passait au-dessus des voisins à 200 ou à 500 mètres d'écart, et donc une nuisance bien moins importante. Donc on a beaucoup de plaintes qui commencent à remonter du terrain. Juste sur la question des faits, il y avait une réunion d'information le 19 juin auquel les maires de certaines communes concernées avaient assisté. Et donc on n'était pas représenté à cette réunion du 19 juin. Et alors c'est une information que je n'ai pas mise dans la question parce qu'en fait j'ai pas de confirmation, mais on me disait quelque part qu'il y avait aujourd'hui une réunion d'information le 22 janvier. Il y en a une autre, hein. Il y en a une le 20 décembre, à laquelle j'ai participé. Et là, vous dites le 19 juin, en plus vous les citez en exemple, la Salvetat Saint-Gilles. M. Anderiou était à la réunion du 22, il a commencé son intervention en disant « Je suis désolé, j'étais pas là le 19 juin, j'étais pas là à la réunion de décembre ». Donc le 19 juin, il n'était pas là pour pratiquement la même raison que moi, c'est-à-dire que
quand on lit la convocation, on ne comprend absolument pas qu'il s'agit d'avion et de modification de trajectoire. On l'a relu X fois avec M. Maury quand on a retrouvé le mail. C'était vraiment, on ne parlait qu'avec des acronymes. Et donc, le 19 juin, effectivement, Plaisance n'était pas représentée, mais il y avait plein de communes, et en particulier les communes alentours qui n'étaient pas représentées. C'était surtout les communes du Nord, puisque eux avaient déjà eu leur expérimentation, ils étaient déjà au courant, et ils ont eu effectivement, comme vous le dites dans la question, une enquête publique. Donc au niveau des réunions, on a été deux à représenter Plaisance au mois de décembre et aujourd'hui. C'était M. Maury et moi, et je peux vous assurer que je vais pouvoir vous donner quelques informations complémentaires. D'accord, en fait la question c'était ça, c'était justement qu'est-ce que vous comptez faire pour protéger les intérêts des plaisançois, autant en matière de nuances sonores que de pollution chimique, et pour éviter la baisse de la valeur des habitations qui ne manquera pas d'arriver si on poursuit et si on confirme la tenue de ces couloirs aériens. Alors, je trouve que la question elle est super, et je vous propose d'y répondre. Si vous étiez maire de Plaisance-du-Touche, alors comment vous dites? Comment comptez-vous protéger l'intérêt des plaisançois, que ce soit en matière de nuisances sonores face à la pollution chimique ou pour éviter la baisse de valeur des habitations? Je vous demande quelle est votre réponse à vous, puisque si vous posez la question, c'est que vous en avez une qui doit être bien supérieure à la mienne. Je sais pas, moi je vous ai posé une question, enfin, je veux bien répondre à ma question, mais ça me donnera des idées, peut-être que je ferai ça. Si vous êtes, alors, si on prend le cas du maire de Dau ou de Pibrac, ce sont des maires qui se sont emparés de la question. Si on regarde la situation du couloir aérien avant-après, on s'aperçoit que la seule ville importante qui soit survolée par le nouveau couloir aérien, c'est Plaisance. Vous regardez le tracé, c'est absolument criant. Le tracé utilise une trajectoire qui n'est pas plus sécurisée et même plus dangereuse, qui consomme plus c'est pour ça qu'on parle de pollution, qui consomme plus, qui va engager plus de consommation. Donc il faut faire pression sur la préfecture pour revenir sur une situation qui était tout à fait admissible auparavant, c'est-à-dire un cône de décollage et non pas un couloir serré de décollage. La deuxième chose, c'est qu'on a un défaut d'information de la population, c'est clair, puisque nous, qui ne sommes pas aux commandes de la commune, on reçoit des dizaines et des dizaines de messages, de plaintes de gens qui disent qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut donner notre avis, où est-ce qu'on peut donner notre avis, porter plainte. Moi, je n'ai pas vu sur le site de la commune ou dans les communications de la commune des informations qui permettraient aux plaisançois de faire valoir leur situation auprès des autorités et en particulier de porter plainte. Il y a un système, un mécanisme qui a été mis en place pour recueillir les avis et les plaintes concernant les vols, quels qu'ils soient, pas dans ce domaine-là seulement. Il faudrait informer la population de l'existence et des moyens qui permettent d'accéder à ce dispositif qui est très très difficile d'accès, dont on ne connaît pas. Voilà un exemple. Mais j'ai toujours pas la réponse de votre part. Non, mais je suis pas persuadé que ce soit la réponse à la question que vous avez posée. Qui est l'intérêt, comment comptez-vous protéger l'intérêt? Donc c'est vous qui protégez l'intérêt, c'est pas donner le moyen, oui, c'est la municipalité, c'est le maire, c'est qui vous, mais vous dites, on va donner les moyens aux plaisançois de pouvoir faire, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai déjà demandé à ce qu'on participe à l'enquête publique. J'ai pas eu de réponse très très précise pour l'instant, mais je continue et je l'ai redemandé. Et de toute façon, par contre, la DGAC, puisque c'est eux qui sont en charge du dossier, la DGAC s'est engagée à avoir une concertation avec Plaisance-du-Touche. Et donc,
c'est clair qu'on fera au minimum comme à la Salvetat, puisque la Salvetat fait une réunion publique, mais avec des opposants, alors que nous on fera une réunion publique avec des responsables de l'ensemble de l'enquête. Alors, du coup, je vais profiter de votre question, pas pour y répondre, parce que franchement, elle me paraît tellement polémiste, en plus la mairie n'est en rien organisatrice de changement des trajectoires. La DGAC nous a dit ce matin, en introduction, qu'elle n'avait pas l'habitude de concerter, que d'habitude, quand elle travaille sur les changements de trajectoire, ça passe devant un certain nombre de commissions, dont la CNUSA, et puis, donc la CNUSA qui est alors je vais vous dire, autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, et qui donc défend la plupart du temps l'intérêt des riverains et écoute les associations de défense, la plupart du temps des riverains des aéroports. Donc, alors, je vais quand même, malheureusement, alors ça nous concerne beaucoup moins, mais quand même je vais parler un petit peu de la modification des trajectoires au nord. La modification des trajectoires au nord n'est que par rapport aux nuisances, c'est par rapport à la pollution, mais c'est pratiquement tout par rapport aux nuisances, puisque la modification de trajectoire pour la plateforme de Toulouse-Blagnac, la CNUSA écrit et propose une étude suite et propose donc une modification des trajectoires avec une étude, avec une expérimentation sur la gêne sonore réalisée par l'association Haut-Saône Environnement. Donc c'est bien pour celle-là, en tous les cas pour le Nord, la question est venue d'une association, celle qui est donc l'association d'Haut-Saône, qui avait donc toutes les nuisances et qui a demandé en fait à ce qu'on partage les nuisances, et c'est ce qui s'est fait vers le nord. Mais je vais pas m'étendre beaucoup plus. Pour le sud, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas eu d'association qui est intervenue. Par contre, mais ça vous le savez, mais apparemment vous le laissez, parce que même dans la question vous en parlez, vous dites ah mais on a vu des pilotes et eux ils disent qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Donc je vais l'expliquer quand même quel est le problème de sécurité tel qu'ils nous l'ont exposé. Les contrôleurs aériens ont des alertes, des warnings sur leurs écrans. Et ce que l'on appelle les trajectoires conventionnelles, c'est-à-dire l'ancien système qui marchait avec des balises. Donc, alors je peux même vous donner les balises, je les avais notées sur mon petit carnet, mais c'est pas la peine. Donc les trajectoires donc, des avions étaient définis donc, dans des règlements, et ensuite ils devaient s'assurer qu'ils suivaient telle balise, à telle balise ils tournaient, etc. Et ils remontaient vers le nord, parce qu'il faut bien savoir que les avions qui nous survolent sont les avions qui décollent vers le sud. Environ, il y a 2 tiers, dans l'année, il y a 2 tiers des avions qui décollent vers le sud, puisque ça dépend de plein de choses, mais le plus important c'est le vent. Et donc c'est le vent d'OTAN, mais pas que le vent d'OTAN, les vents de sud en général, qui font que la décision est prise de décoller vers le sud. Et ensuite c'est les avions qui vont vers Paris, donc vers tout le nord, hein, Paris, Londres, tous ces trucs-là. Donc effectivement, c'est une partie du trafic qui est déroutée. Et en fait, donc sur les trajectoires conventionnelles, il y avait des avions qui étaient capables, donc il y avait des règles d'altitude. Quand vous passez telle balise, il faut que vous soyez à telle altitude. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez tourner et donc vous pouvez remonter. Et si vous n'êtes pas à 4000 pieds, ben dans ce cas-là, vous devez continuer plus loin à une autre balise et ensuite y remonter. Le problème de ces avions, tels qu'ils sont, faisait qu'il pouvait y avoir des alertes, des warnings, sachant qu'il n'y avait aucun problème, hein, puisque les contrôleurs aériens étaient tout à fait conscients que c'est des avions qui étaient ainsi, qui étaient en décollage, mais il y avait des warnings qui s'affichaient automatiquement sur leur écran. Et vous savez très bien que dans ce type de domaine, on ne supporte pas les warnings, puisque un warning c'est quelque chose sur lequel il faut avoir une action. À partir du moment où le warning est habituel, mais plus qu'habituel,
eh ben, on l'oublie et donc il n'y a peut-être pas d'action du contrôleur aérien. Donc, c'est un vrai problème, malheureusement, de sécurité, même si il n'y a pas de risque, a priori, d'accident, mais on ne sait jamais. Le jour où ce warning a un vrai intérêt, ben, ils pourraient ne pas le voir puisqu'ils en ont régulièrement. Donc, c'est ce problème-là qui a fait qu'ils ont voulu passer donc, des trajectoires conventionnelles aux trajectoires satellitaires. Trajectoire satellitaire, ça veut dire que les avions, et environ, c'est ce qu'ils nous ont dit ce matin, c'est à peu près 80, il y en a 15% d'avions globalement qui ne sont pas équipés des équipements, excusez-moi de la répétition, donc des équipements qui permettent de faire de la navigation par satellite. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le GNSS, et donc cette navigation est beaucoup plus précise et permet justement une plus grande prédiction de la trajectoire des avions. Ce qui fait qu'effectivement, le flux des avions est beaucoup plus resserré. Et donc, ils sont plus sur la trajectoire de référence qu'il est prévu. Donc ensuite, donc après, au niveau faut quand même vous indiquer un certain nombre de choses donc, par rapport à ce qu'ils nous ont dit. Donc ça, c'était vraiment le premier point, c'est-à-dire que toutes les trajectoires qu'ils ont fait, et en particulier, alors j'ai peut-être pas la date ici, mais celle qui était du mois de mai jusqu'au mois de décembre, c'était la phase 1, non, il y a eu 2 phases, il y a eu peut-être 2 phases jusqu'au mois de décembre, il y a eu peut-être 2 phases. Et donc dès la phase 1, ils ont pu valider que le problème de sécurité ne se produisait plus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'alerte sur les écrans. Donc c'était le numéro 1. Par contre, ils se sont effectivement rendus compte, et surtout il y a eu une levée de bouclier, et dont Plaisance a fait partie, et dont Réinventons Plaisance a été pratiquement les premiers à le dire, puisque on a recherché, on a vu que c'était dans le conseil municipal du mois de septembre, et que c'est dans le conseil du mois d'octobre qu'on a voté ensemble une motion à l'unanimité, justement, contre ces nuisances. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les actions qu'ils ont prises en compte, et quelles sont ensuite, nous, ceux que l'on demandera, par rapport à tout ça. Déjà par rapport au mouvement donc on dit toujours il y a beaucoup plus d'avions qu'avant, c'est pas vrai. Donc entre 2000 et 2018, c'est-à-dire entre le nombre d'avions qu'il y avait en 2000 et celui de 2018, les mouvements aériens sont restés quasiment inchangés. Donc c'était aux alentours de un peu supérieur à 100 000 en 2000, 95 000 en 2007, 101 000 en 2017 et un peu moins en 2018, je ne sais pas le chiffre. Alors que le nombre de passagers commerciaux a très fortement augmenté, donc avec une hausse de 80% des passagers et une baisse de 2% des mouvements. Pourquoi? Parce que les avions sont plus gros. Pardon? De quel mouvement aérien vous parlez là? Atterrissage ou décollage. Quand on parle d'un mouvement sur Blagnac, sur Toulouse-Blagnac. Donc, dans la première phase d'expérimentation, les avions n'avaient, et les compagnies n'avaient aucune contrainte. C'était uniquement, alors qu'il y en avait au niveau des trajectoires conventionnelles. Donc, les avions n'avaient aucune contrainte, donc effectivement, on s'est retrouvé avec des situations qui étaient celles qui nous ont été décrites, c'est-à-dire que les gens étaient capables de voir les avions, mais vraiment comme s'ils étaient très effectivement, ils étaient relativement proches. À partir de la deuxième phase, il y a eu déjà une obligation pour les avions de voler à plus de 7000 pieds, ce qui fait environ un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Et donc je vais vous faire grâce de l'ensemble des schémas qu'ils nous ont proposés. Pourquoi ils ont changé? Ils ont changé parce que les problèmes étaient au-dessus des coteaux de Vieille-Toulouse, alors que la cible était de longer la Garonne, en tous les cas, au moment du virage. Puisqu'il y a au-dessus de la Garonne, dans la Garonne, il y a moins d'habitants qu'ailleurs, et en particulier au-dessus des coteaux.
faut dire quand même que si les coteaux sont très remontés, c'est qu'ils ont des nuisances, puisque les avions sont en train de tourner, ils sont déjà à plus faible altitude, puisqu'ils doivent être à 4000 pieds, c'est-à-dire un tiers de ça, donc ça fait 1200 mètres, un peu plus de 1200 mètres. Et en plus, ils sont en phase de montée, puisqu'ils doivent passer obligatoirement maintenant à la deuxième balise. Alors c'est pas une vraie balise, puisqu'elle est, comment dire, elle est virtuelle, puisque c'est de la localisation par satellite. Donc il faut qu'ils soient à la deuxième balise à 7000 pieds minimum, et donc et 4000 pieds à la première balise. Donc là, le résultat qu'ils ont eu dans ce qu'ils ont regardé, c'est qu'il y avait énormément, il restait quand même beaucoup de survol de l'ensemble des coteaux, avec des nuisances, alors pour ceux qui connaissent, qui sont en moyenne de 66 décibels. Donc c'est à peu près, ce qu'ils ont mesuré à Plaisance, c'est aux alentours de 56 décibels. Donc pour ceux qui se rappellent de leur cours de physique, vous savez que les décibels, c'est une échelle logarithmique, et que tous les 2 décibels, je crois on double la valeur du bruit, en l'occurrence, puisque c'est une mesure de bruit. Donc, ils ont modifié un certain nombre de choses. La phase 3 n'était pas mieux que la phase 2. Donc la phase 3, c'est celle qui a démarré le 2 janvier, et qui va se poursuivre jusqu'au 27 février. Ils ont déjà, on est le 20 janvier, ils ont été capables de nous donner déjà des premiers résultats, et qui montrent qu'ils n'ont pas de résultats significatifs au niveau du sud. Par contre, ils ont effectivement, comme vous le dites, ils ont effectivement constaté avec la modification de la balise, la trajectoire, que la trajectoire était un peu plus nord, et donc était passée toujours par Plaisance du Touche, mais passée très peu par la Salvetat, et pas trop non plus par Pibrac. Donc voilà, on en est là.